En temps de pandémie, la géopolitique est en effervescence. Et c'est notamment visible avec la crise du coronavirus 2019. Par exemple, l'Italie. En mars dernier, ce territoire a été l'objet de beaucoup d'attention. À ce moment-là, l'épidémie du nouveau coronavirus fait des ravages dans le pays. Plusieurs États décident donc de lui venir en aide. D'abord, la Chine, qui dépêche 9 experts à Rome par avion spécial, avec aussi à son bord plusieurs tonnes de matériel médical. Et en Italie, la Chine a déjà manifesté de l'intérêt, car en 2019, l'Italie est devenue le premier pays du G7 à rejoindre le projet chinois des nouvelles routes de la soie. Un projet colossal, dont les investissements à long terme représenteraient de 4 à 7 000 milliards de dollars. 9 jours après l'intervention chinoise en Italie, c'est au tour de Cuba de se lancer dans une stratégie similaire. Le 22 mars au matin, une cinquantaine de professionnels de santé débarquent en Italie. Ils font partie de ce qu'on appelle les brigades médicales cubaines. Des groupes de médecins dépêchés par la Havane dès qu'une situation de crise se présente. Eux aussi ont vu dans cette crise un moyen de renforcer leur image à l'international. Mais contrairement à la Chine, cette stratégie n'est pas nouvelle pour Cuba. C'est même son principal outil de soft power. Le soir même, c'est au tour des Russes d'emboîter le pas aux Chinois et aux Cubains. La mission humanitaire baptisée From Russia with Love atterrit à Rome. Elle est composée de 9 avions militaires chargés de masques, de respirateurs et de médicaments. Que ce soit la France, l'Autriche, la République tchèque ou encore les États-Unis, beaucoup d'autres ont aidé l'Italie. Cette aide, elle peut se faire au nom de la solidarité, comme c'est le cas entre États membres de l'UE, mais elle peut aussi se faire dans un souci d'image, en médiatisant son opération humanitaire. Mais au final, qu'importe la raison, l'objectif de ces pays reste principalement de renforcer leurs relations ou leur influence. Et si la santé est aujourd'hui devenue un enjeu géopolitique majeur, ça reste assez récent. Alors, comment en est-on arrivé là ? Les premiers signes d'une coopération internationale autour de la santé remontent au 19e. À l'époque, l'Europe fait face à de nombreuses épidémies, comme la peste, le choléra ou encore la fièvre jaune. Des mesures de quarantaine existent déjà, mais elles ralentissent la circulation des marchandises et sont donc coûteuses pour le commerce. C'est pour répondre à ces problèmes que sont organisées les premières conférences sanitaires internationales. L'histoire de la santé nous montre bien que ces conférences n'étaient pas vraiment motivées par le désir de vaincre les épidémies, mais plus par celui de faciliter le commerce international. Pour autant, le résultat est le même. Pour la première fois de l'histoire, plusieurs pays s'organisent pour mettre en place une politique sanitaire commune vis-à-vis de ces épidémies. Conférence après conférence, épidémie après épidémie, cette réflexion autour de la santé évolue tout au long du 19e. Dès les années 1900, la décision est prise de créer les premières instances sanitaires internationales. À l'époque pourtant, l'enjeu géopolitique qu'elles représentent est non pas inexistant, mais assez limité. Leur objectif est principalement de protéger les pays qui en sont membres. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour voir un changement, avec notamment la création de l'OMS en 1948. L'un des objectifs de l'OMS est d'élever le niveau de santé de la population mondiale, contrairement aux institutions précédentes qui s'occupaient seulement de ses pays membres. Nous arrivons maintenant en pleine guerre froide. Et les deux rivaux de l'époque s'engagent de plus en plus dans la diplomatie de la santé. L'aide internationale devient alors un outil capable de consolider leur position géopolitique et de défendre leurs ambitions idéologiques. En 1978 par exemple, l'Union soviétique organise une conférence sanitaire au Kazakhstan, alors dans le bloc soviétique. Son but est de montrer aux pays en développement que sa forme de socialisme peut accomplir ce que d'autres systèmes politiques ne peuvent pas. C'est aussi durant la guerre froide qu'un pays va réellement spécialiser sa diplomatie dans la santé. Tout commence en 1959. À Cuba, Fidel Castro et son acolyte Che Guevara, médecin de formation, instaurent un régime communiste où la santé est une priorité. Ils mettent notamment en place un système de santé publique gratuit pour tous et fondent la première brigade médicale internationale. Composée de 58 médecins et techniciens, elle se rend pour sa première mission en Algérie, devenue indépendante récemment. Du côté des puissances démocratiques, cette aide humanitaire est vue d'un mauvais œil.
car elles y voient un moyen pour la Havane d'étendre son influence idéologique dans le monde et de rassembler des appuis diplomatiques. Et malgré la défiance occidentale envers l'aide médicale cubaine, la Havane a pu déployer plus de 100 000 travailleurs de la santé dans 97 pays. Mais c'est seulement à la fin de la guerre froide que la santé devient un enjeu géopolitique majeur. À ce moment-là, le VIH fait des ravages dans le monde. C'est pour ça qu'en 1996, le président américain enclenche une stratégie davantage orientée vers les maladies infectieuses. Au-delà de l'aspect bienveillant, c'est surtout une problématique de sécurité nationale. Propagation, économie, mouvement de population ou encore faiblesse des systèmes de santé, tous ces sujets inquiètent l'administration américaine. L'inquiétude monte encore d'un cran en 1999. Le VIH se propage à une vitesse effrayante en Afrique, et notamment dans les camps militaires de nombreux pays africains. Et cela pose deux problèmes pour les États-Unis. Le premier, c'est que les pays en question ne soient plus en capacité de faire face aux conflits qui pourraient les toucher. Ce qui risque de mettre à mal les pouvoirs politiques locaux proches des États-Unis, et donc l'influence américaine dans la région. Le deuxième problème, c'est que les bases américaines sont partout sur la planète, augmentant le risque que ces soldats soient eux-mêmes contaminés, et donc ramènent la maladie chez eux, ce qui pourrait créer de nouveaux foyers sur le territoire américain. C'est pour ça que pour défendre leur position sur les enjeux de la santé, les États-Unis n'hésitent pas à instrumentaliser le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour la première fois de l'histoire, le Conseil de sécurité inscrit à l'ordre du jour un thème qui n'est pas lié à un risque de conflit direct: l'impact du sida sur la paix et la sécurité en Afrique. Il en sort plusieurs résolutions, dont la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est donc sous l'impulsion de la politique de sécurité nationale américaine que la diplomatie de la santé prend de l'importance. À partir de là, les investissements destinés aux pays en voie de développement augmentent considérablement partout dans le monde. Des fonds particulièrement alimentés par les Américains. Après une décennie marquée par la guerre en Afghanistan et en Irak, Obama souhaite restaurer le leadership américain à l'étranger. Et plutôt que d'emmener son pays vers d'autres conflits extérieurs, il veut relever les défis liés au contrôle des épidémies. Sa stratégie est de passer d'un leadership interétatique à un leadership mondial par les États-Unis. C'est la première fois que la volonté de leadership est davantage mise sur la santé que sur les autres sujets. Aspects sécuritaires, économiques ou de politique étrangère, les domaines sur lesquels peuvent influer la santé sont nombreux. Cette prise de conscience a poussé de nombreux pays à s'investir plus largement encore dans la diplomatie de la santé, et cela depuis plusieurs décennies. Et avec la crise du coronavirus, la diplomatie de la santé ne fait que prendre de plus en plus d'importance.